bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau petit déjeuner sur les projets européens auxquels participe l'Agence française des chemins de Compostelle. Et nous remercions nos partenaires d'être présents. Ce petit déjeuner est coordonné donc par Eva Besgusco qui donc est chargée de projets européens à l'agence. Et je vais tout de suite lui laisser la parole pour introduire ce petit déjeuner. Bonjour tout le monde, merci Laure pour l'introduction. Donc je vous remercie à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Donc comme l'a dit Laure, le sujet du petit déjeuner portera sur les actualités des projets européens de l'agence. Aujourd'hui, nous avons avec nous Carlos Martinez de la Fondation Camino Lebaniego, Marta Cano de l'association Amica, Hélène Lazare et Mathieu Guinguidard de l'Office de tourisme des Auses et Christophe Voisin, directeur à l'agence départementale développement et ingénierie à l'agence départementale du tourisme Béarn Pays Basque. On va commencer tout d'abord par vous présenter le projet européen Utria Sudoué. Alors, pour des raisons de traduction, nos intervenants, enfin, je ferai l'intervention en français, mais nos représentants, Carlos et Martha sont ici. Si vous avez des questions à leur poser directement en espagnol ou en anglais, selon votre préférence, vous pouvez les poser dans le chat ou au moment où ce sera l'instant des questions. Je vais faire la présentation. Hop. Normalement, vous devriez voir mon écran en grand format. Le projet Utria Sudoway est un projet dans lequel l'agence participe depuis janvier 2024 et qui prendra fin en décembre 2026, donc cette année. La Fondation Camino Lebaniego est coordinatrice du projet et le projet compte 8 partenaires. Nous sommes les seuls partenaires français. L'objectif de ce projet est de créer une stratégie transnationale pour les chemins de Compostelle autour des ressources naturelles et culturelles et de garantir un tourisme respectueux, conscient et authentique et promouvoir le développement économique et social de manière à ce qu'il soit durable sur les chemins de Compostelle, sur la zone du sud-ouest de l'Europe, donc France, Espagne, Portugal. Euh, Parmi les partenaires, nous avons la Fondation Santa Maria La Real, la Fondation Amica, nous, Racobeo, et en Portugal, nous avons la municipalité Vila Puca de Aguiar et l'université Nova. Alors, hop, pourquoi ça ne passe pas? Ah, voilà. Sur les objectifs les sous-objectifs de l'objectif général, c'est de créer cette stratégie transnationale pour la gestion des chemins de Compostelle à destination des acteurs clés, des acteurs principaux du territoire. Euh, la digitalisation des chemins de Compostelle, donc c'est-à-dire faire en sorte de créer des moyens numériques pour analyser notamment la fréquentation des chemins de Compostelle, mais aussi mettre en valeur les ressources locales à travers des bornes interactives, on y reviendra plus tard. Et activer l'économie locale, donc ça passe par deux éléments. Tout d'abord, un groupe de travail de dynamisation locale. Celle-ci prend place dans chaque zone pilote du projet. Un groupe de travail se constitue avec les acteurs clés du territoire qui travaillent sur les chemins de Compostelle. Dans notre cas, notre zone de travail est à Eauze. Et demain, nous aurons la première réunion du groupe de travail local pour échanger tous ensemble autour des thématiques qui concernent les chemins sur la zone Eauze et Armagnac-Bertagnac. Et l'autre élément, ce sont les haltes sur les chemins. Donc, ce sont des centres, des espaces d'information et de dégustation aussi des produits locaux à destination des visiteurs et des pèlerins. On vous présentera un exemple concret de ce qui est en train d'être fait à Eauze un peu après.
Sur la partie inclusivité, la partie accessibilité, je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure avec la présentation réalisée par Amika. Un guide de bonne pratique d'inclusivité et d'accessibilité sur les chemins de Compostelle a été réalisé par Amika. Il est aujourd'hui disponible en ligne en français, en anglais, en espagnol, sur le site, notamment le site internet du projet Tria Sudoway. Donc ici, vous avez quelques images, mais on rentrera plus dans les détails après, de ce qui a été fait à EOS, donc l'intervention d'Amika à EOS pour étudier le terrain et son accessibilité. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a 5 haltes qui ont été élaborées sur les zones pilotes des chemins. Donc la nôtre en passe à EOS. Sur la question de la digitalisation des chemins, c'est notamment, donc ça, ce sont des images des différents types de compteurs qui sont installés sur les zones pilotes. Dans notre cas, un compteur comme celui de la page 3, de l'image 3 a été installé à EOS, sur la halte à EOS. Et ensuite, un compteur type poteau-bois sera installé sur un sentier aux alentours de Nogaro. Donc voilà, vous avez les images à EOS. Sur la question les bornes interactives, donc une interface a été développée par une entreprise espagnole Inside, qui est destinée comment dire, pour que le visiteur puisse euh, retrouver tous les services qui sont disponibles autour, donc notre Cadéo toujours, et alentour. Donc la restauration, les hébergements, qu'est-ce qu'on peut visiter, etc. Donc ça, ce sera disponible sur la future halte des Hauts. Sur la question du groupe de dynamisation locale, donc l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est de définir une stratégie transnationale partagée entre la France, l'Espagne, le Portugal, et de faire en sorte que ce groupe de travail, qui est constitué localement, puisse mettre en œuvre concrètement les éléments de cette stratégie à travers un plan d'action. Donc à ce titre, un règlement intérieur de fonctionnement du hub de dynamisation locale et des haltes a été élaboré au sein du projet. Donc l'objectif de ce groupe, c'est qu'ils se réunissent régulièrement dans l'année pour échanger, réaliser des ateliers, des temps de réflexion, afin de améliorer les services sur le chemin, réfléchir à comment faire face au changement climatique, toutes ces thématiques-là qui sont inhérentes à la pratique du chemin. Vous avez ici des images de ce qui a été réalisé par la Fondation Camino Lebanigo. Donc vous voyez, ça peut prendre la forme un peu d'atelier sur qu'est-ce que pense chacun de telle thématique, et ensuite on pourra constituer des groupes de travail avec des thématiques spécifiques, et ensuite mettre en œuvre concrètement ces actions. C'est l'objectif final. Donc voilà, je remercie Carlos qui a réalisé cette présentation, et ainsi que les éléments de langage qui l'accompagnent. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, et moi j'aurais une question, j'avais une Mhm. question sur la détection des passages. On est tous en train de se poser des questions sur comment effectivement mesurer les flux sur l'ensemble de nos itinéraires. Les solutions qui ont été testées là, ce sont des solutions qui sont développées par des entreprises françaises, espagnoles, portugaises. C'est des solutions. Et comment ça fonctionne en fait? Enfin, comment ça fonctionne, j'ai vu, mais d'où viennent ces solutions? Alors, le premier élément que j'ai montré, donc ce compteur de passage qui est installé au plafond, ça a été installé par la Fondation Santa Maria la Real. Donc on est sur une innovation plutôt espagnole. Donc ça fonctionne par détection de passage dans le lieu. Et ensuite, le poteau-bois, ce sera l'entreprise Éco-Compteur avec laquelle nous allons travailler. D'accord.
D'accord. Et ce sont des innovations qui seront testées ou c'est déjà des produits qui ont fait leurs preuves et qui sont... Alors sur l'éco-compteur, c'est quelque Oui, chose donc qui compteur, existe oui. déjà forcément. Et sur l'autre, c'est effectivement un test et on a élaboré un tableau de bord par le projet, au sein du projet pour effectivement voir comment qu'est-ce que ça donne au niveau des données, comment les classer, etc. Ah ouais. Voilà. Si. Hop, pendant que c'est pas ça. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au point suivant. Hop. Donc, cette présentation a été réalisée par l'association Amica, donc, qui est donc partenaire du projet Ultria Sudoe et qui a réalisé un ensemble d'éléments de texte sur un guide pratique sur l'accessibilité ainsi qu'une étude de terrain à EOS. Alors, je pense que je me suis trompée de présentation, excusez-moi. Hop, 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 hop. Pourquoi je l'ai... Excusez-moi, j'arrive. J'ai perdu ma présentation, mais ça va être réglé rapidement. Hop, alors, voilà. Hop, Internet n'est pas avec moi en plus. Hop, excusez-moi pour l'attente. Et voilà. Donc je disais que je vais vous présenter maintenant au nom de Martha présente aujourd'hui sa présentation sur ce qui a été réalisé par l'association Amica dans le cadre du projet Ultria Sudoe. Donc, sur les actions concrètes qui ont été réalisées à travers le projet, il y a le guide dont je parlais tout à l'heure, le guide pratique des bonnes pratiques d'inclusivité et d'accessibilité sur les chemins de Compostelle. Une formation en ligne sur l'accessibilité et l'inclusivité sur les chemins et l'analyse du territoire sur les 5 zones pilotes et donc, pour notre cas, à EOS. Donc sur la question du guide pratique donc, qui a été élaboré par Amica, l'objectif est de faire en sorte que les chemins soient accessibles à toute personne qui a un handicap, qu'il soit physique, sensoriel, etc. Donc pour réaliser ce guide, Amica a bénéficié de l'aide technique, de l'assistance technique de l'association de la fédération Comme Méfait de Cantabrie avec également la collaboration de tous les partenaires du projet et également de personnes en situation de handicap. Donc le guide est là pour apporter un ensemble de bonnes pratiques qui peuvent être appliquées par les acteurs des chemins, donc toutes les personnes qui travaillent sur les chemins, à destination du pèlerin, à destination de toute personne qui organise un événement, qui voudrait avoir un guide de bonnes pratiques, à destination de toute personne travaillant sur les chemins. Donc, le, le contenu principal, ce sont différents principes clés pour l'inclusivité et comment interagir efficacement avec des personnes en situation de handicap.
Donc les recommandations générales sur l'accessibilité portent sur comment informer et communiquer efficacement, sur les transports, sur l'itinéraire, les services et les événements. L'objectif principal, c'est d'aller vers un chemin toujours plus inclusif et d'impulser différents moyens de rendre l'accessibilité universelle, et de promouvoir différents moyens pour que toutes les personnes en situation de handicap puissent, pratiquer le chemin comme n'importe quelle, personne. Heu, Ensuite, hem, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les éléments qui peuvent être développés pour les personnes en situation de handicap peuvent également être bénéfiques pour, l'ensemble de la population. Donc par exemple, heu, faire en sorte qu'il y ait des rampes d'accès également pour des personnes qui auraient une poussette, pour une personne qui aurait, une canne, donc ça pourrait être, bénéfique également, c'est ce qui est démontré également dans le guide. Les éléments, qu'on peut retrouver, c'est, sur l'information, avoir des formats accessibles, avoir une information qui soit complète en termes de conditions d'accessibilité, pour que toute personne puisse accéder, efficacement à l'information. Sur le transport, pour que tout le monde puisse accéder aux lieux qu'il souhaite, sur les chemins et sur les différentes communes qu'on traverse afin que toutes les ressources soient efficacement accessibles, donc les commerces d'alimentation, les hébergements, les restaurants et cetera. Également sur les sections des chemins, faire en sorte que la signalétique soit accessible et claire, qu'elle soit bien entretenue, et qu'elle puisse être, physiquement, accessible et lisible pour toutes les personnes et également promouvoir à travers la signalétique, des chemins qui peuvent être alternatifs, heu, pour les personnes en situation de handicap. Donc un questionnaire d'auto-évaluation, a été élaboré, afin que chacun puisse évaluer, si, sa commune ou, les différents, les différentes parties du chemin sont accessibles, efficacement, donc sur les différents critères évoqués précédemment, sur la signalétique, l'information, les espaces, physiques et cetera. Sur le deuxième point, donc une formation, a été élaborée par Amica, qui peut donc être accessible en permanence, en ligne et gratuite. Donc une durée de 5 heures avec 3 grands blocs thématiques, les concepts clés et des lignes directrices générales en bloc 1, bloc 2 accessibilité dans la communication et bloc 3 accessibilité dans l'environnement physique. Pour la dernière partie, donc comme, je le mentionnais, précédemment, une analyse du terrain, une analyse concrète a été élaborée, par Amica, sur les différentes zones, pilotes, du projet. Donc pour notre cas, à Eauze. Donc vous avez, ici, différentes, photos, de la journée, au à Eauze, du coup, pendant l'étude de terrain. Donc bon, je vais aller, assez de manière synthétique ici, mais donc sur les différents aspects qui ont été, analysés en préalable, donc il y a par exemple le site web. Est-ce que le site web, est suffisamment clair, accessible? Le transport, 2 sections de sentiers, 2 sections de chemin en amont et en aval de d'Eauze, donc Montréal du Gers, à La Motte et de Eauze à Monciette. Donc vous avez ici, vous voyez, vraiment, absolument tout a été étudié, donc des différents, de l'office du tourisme, des toilettes, de l'accès à l'eau potable, des hébergements, accès aux églises, et cetera. Et vous avez ici une photo aussi sur le chemin. Donc sur, différentes recommandations, sortent de cette analyse. Heu, Hop. Et donc l'objectif, c'est de faire une sorte de feuille de route, pour que, ensuite les communes puissent, mettre en place concrètement, ces différentes recommandations. Donc pour, la partie, de Montréal du Gers et aux Émanciers,
Quelques recommandations sont sorties pour le site internet et les transports. Sur le chemin, par exemple, pour en citer quelques-uns, aménager des passages piétons sécurisés pour traverser la route, installer des bancs pour se reposer le long du chemin, aménager une aire de repos ombragée, réaménager la chaussée dans certaines zones du chemin avec un revêtement plus régulier, et mettre en place une signalisation avec plus d'informations sur le parcours dans des formats accessibles. Sur la municipalité et sur les municipalités et ses ressources, une adaptation de l'espace public urbanisé, donc comme je disais, les revêtements, des rampes d'accès sur les trottoirs, suppression des obstacles, quelques améliorations des équipements qui peuvent être déjà réalisées, donc l'installation de mains courantes sur les rampes, des portes à ouverture automatique, augmenter le nombre de supports d'information adaptés aux personnes avec un handicap sensoriel ou cognitif, etc., etc. L'objectif, c'est finalement de pouvoir. Donc, Annika est en train de réaliser la feuille de route qui sera ensuite rendue accessible pour ensuite mettre en œuvre concrètement ces différentes recommandations. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie-là. S'il n'y a pas de questions, je n'en vois pas dans le chat, on peut poursuivre, hein. Oui, je vais laisser la main du coup à Hélène et Mathieu. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous, c'est l'Office de tourisme Armagnac et d'Artagnan. Nous sommes situés donc dans le nord-ouest du Gers, complètement frontalier avec les Landes. Nous travaillons avec l'agence de Compostelle depuis de nombreuses années. C'est vrai que sur notre territoire, nous avons les communes d'Eauze et de Nogaro, qui sont des villes-étapes sur la voie du Puy-en-Velay. Donc nous avons l'habitude de voir des marcheurs. Voilà, c'est une tradition de longue date, j'ai envie de dire. Et dans cet office de tourisme, nous avons la particularité de gérer aussi un gîte communal pour la commune d'Eauze, le gîte d'étape. Depuis toujours, c'est l'office de tourisme qui le gère, puisqu'il y a un côté aussi pratique. Il est situé en face de l'office de tourisme, donc c'est assez simple de gestion, on va dire. Sur le projet Ultria Sudoway, quand il nous a été proposé, nous nous sommes positionnés assez rapidement, puisque, comme je viens de le dire, la clientèle pèlerine, elle représente une part importante de notre fréquentation, donc nous n'avons pas hésité longtemps. D'autant plus qu'en 2023, la commune d'Eauze a été labellisée commune halte par l'agence, donc c'était naturel que l'on se positionne dans ce projet. Eauze, c'est une ville de 4000 habitants dans le département du Gers, sur un département qui compte à peu près 190 000 habitants, pour vous situer un peu la dimension, on va dire. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Eva sur les projets qui ont été menés, donc effectivement, on a eu le plaisir d'accueillir Amica qui est venue au mois d'octobre avec Carlos et Maria. Martha, donc voilà, ils ont testé, comme l'a dit Eva, une partie en amont et en aval d'Eauze. Donc c'était très très intéressant. Ils ont testé le chemin, mais aussi effectivement tous les équipements nécessaires, les commerces. Ils sont entrés dans les commerces. Voilà, donc on avait préparé cette visite en amont avec les commerçants de la ville, avec les services publics. Donc c'était voilà, c'était un travail important qui a été mené sur 2-3 jours. Ça, c'était au mois d'octobre. On a eu ensuite la création de la Halte Jacquère, alors qui est en cours d'aménagement. Donc ce lieu qui sera dédié au repos, à l'échange, à la rencontre entre les marcheurs. Donc en fait, la commune d'Eauze nous a mis une salle à disposition. Alors là encore, de façon très pratique, c'est une salle qui est située en face de l'office de tourisme. Et donc voilà, on vous montre quelques photos. On n'a pas terminé l'aménagement, mais c'est en cours, hein. On va finaliser ça ces jours-ci.
Donc, elle fonctionnera selon les horaires d'ouverture de l'office de tourisme. Là aussi, le matin, comme elle est située juste en face, on ira l'ouvrir. Et le soir, quand on fermera l'office, on ira la fermer. Mais la journée, elle sera libre d'accès. Les marcheurs pourront y accéder voilà, selon leur bon vouloir. Il n'y a pas de souci. Une autre action qui a été menée, on l'a vu aussi, un compteur. Donc, le compteur, par contre, de personnes a déjà été installé dans la halte et un prochain compteur doit être installé aux alentours de Nogaro, comme l'a précisé Eva, courant juin. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Et pour terminer, demain, nous avons effectivement la première réunion du hub, donc à EOS. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. J'espère que ça sera suivi de nombreuses autres. Donc, ça sera animé par l'agence. Et voilà, on va voir ce qui va en sortir. J'espère, je pense beaucoup de bien. Donc, voilà un peu pour les actions que l'on a menées cette année. On est ravis du partenariat avec l'agence de Compostelle, notamment, puisque voilà, on se connaît depuis longtemps et c'est bien de pouvoir concrétiser les choses pour nous, pour le territoire, pour les communes. C'est super. On est très contents, très heureux. Merci. Mathieu, si tu veux rajouter quelque chose? Euh, oui, oui, juste après, Hélène a tout dit, hein, juste pour préciser que sur nos bureaux d'EOS et de Nougaro, donc 30% de notre clientèle sont des marcheurs du chemin avec une fréquentation à hausse sur les chemins et que pour nous, c'était un enjeu de proposer un accueil un peu plus avec Stuart Jacquer pour les flux et pour leur proposer des solutions où ils peuvent se poser, se connecter tranquillement, poser leur sac sans poser le sac dans un coin de l'office de tourisme, discuter entre eux. Donc, on souhaite, avec ce projet, nous renforcer le rôle, je dirais, l'identité jacquère de l'office de tourisme d'EOS. Et au sein du hub, on espère pouvoir associer. Alors, nos collègues du comité départemental du tourisme seront présents et on espère aussi pouvoir associer fortement le conseil départemental du Gers, puisqu'ils sont eux qui gèrent l'infrastructure chemin de voie du Puy. Voilà, on espère avec ce hub créer renforcer un écosystème local qui mérite d'être développé. Mais ça, comme dit Hélène, on pourra en dire un peu plus quand on aura essuyé les plâtres du hub, parce que c'est un peu nouveau pour nous et aussi pour les acteurs locaux. Donc, on est assez enthousiaste de tester ça demain matin. Merci beaucoup, Hélène et Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on enchaîne sur la suite? Alors, je me permets juste de rebondir sur ce que nous disions avant de démarrer le petit déjeuner. Petit point d'actualité, vous nous disiez qu'il y avait vraiment cette année une augmentation de la fréquentation à votre niveau des cheminants, des pèlerins. Oui, oui, on confirme. Donc, Il y a une augmentation, ouais. voilà, donc effectivement, clairement un besoin qui se concrétise vraiment de renforcer les capacités d'accueil et tout l'écosystème. Je vois qu'Alain Biaggi a levé la main. Ah, vous avez le micro coupé. On ne vous entend pas. Là, ça devrait aller mieux. Oui, ma question porte en fait un petit peu plus sur l'intervention précédente. Est-ce que vous avez une idée du nombre de cheminants à mobilité réduite en pourcentage, parce qu'en volume c'est difficile, en pourcentage également aussi, que vous attendez à accueillir? On a parlé de disposition, de guides pratiques, d'aménagement, etc., etc. Est-ce que c'est quoi la cible? Peut-être, je ne sais pas si je devrais adresser cette question peut-être à Martha, mais parce que honnêtement, je n'ai pas d'idée concrète de Parce que pourcentage. on croise. Alors, je crois qu'il faut aussi faire je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, une grande distinction entre la voie Podienne 6, GR65, et les autres voies de cheminement chacun. Mhm. Parce que sur les voies entre guillemets secondaires, on ne croise pratiquement jamais, vraiment jamais, de personnes à mobilité réduite. On peut, et ce serait une très bonne chose, effectivement,
un croisé sur des voies à grande affluence. Ceci étant, malgré tout, assez peu. Et ma question portait sur est-ce que vous avez un donné d'entrée pour tous ces travaux, une estimation du nombre de personnes susceptibles de. Encore plus spécifiquement, là où on travaille à EOS, non, je n'ai pas de chiffres en tête concrets, non. Nous non plus, on n'a pas de chiffres, mais on voit quand même pas beaucoup de personnes en situation de handicap qui font le chemin, hein. C'est assez rare pour l'instant. Alors, pardonnez-moi, ceci dit, tous les aménagements qui seront apportés au tronçon ou au chemin ne peuvent être que bénéfiques pour l'ensemble des utilisateurs. Bien entendu. Tout à fait. Bien entendu. Oui. Oui, Manuel. Oui, bonjour à tous. Concernant la méthodologie qui a été mise en place pour le choix d'itinéraires ou de portions d'itinéraires adaptés aux différents types de handicaps, est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y aura une tentative de mise en commun avec des dispositifs déjà existants comme le label Tourisme et Handicap, ou certains comités de la Fédération de randonnée qui proposent des itinéraires qui sont sélectionnés comme potentiellement adaptés à différents types de handicaps. Donc, enfin, moi je parle surtout de la France, mais j'imagine qu'au niveau de l'Europe, il doit y avoir de nombreuses études, de nombreux types, enfin de nombreux cahiers de charges, on va dire, pour sélectionner des itinéraires ou des tronçons adaptés. Donc, à la suite du projet, est-ce qu'il y aura une tentative de mise en commun un peu de tous ces critères qui sont élaborés? Bon, là, ça concerne effectivement que le chemin de Compostelle, mais c'est vrai que d'une façon plus large, c'est intéressant d'élaborer une méthodologie commune pour identifier tous les itinéraires potentiellement adaptés à la pratique par des personnes sur différents types de handicaps. Mm. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça, dans le guide pratique réalisé par Amica, on peut retrouver des recommandations générales et qui sont destinées à niveau national. Donc, on tend vers ça, oui. Une accessibilité universelle avec des critères communs. Ben, j'imagine que ça peut être, pardon, ça peut être quelque chose qui peut être proposé à la fois aux fédérations européennes du chemin de Compostelle, mais aussi aux fédérations plus larges sur le handicap et à la Fédération européenne de la randonnée, par exemple, Mhm. quand ça sera élaboré pour que tout le monde en ait connaissance dans les différents pays. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est une très bonne remarque et effectivement, si nos élus nous suivent, parce que ça va dépendre aussi de leur, de leur choix, on va dire, de leur décision. Moi, j'aimerais bien que notre tronçon aussi soit labellisé, ou si c'est possible, alors je n'ai jamais creusé le sujet, mais je rebondis sur votre idée, mais j'aimerais bien qu'on soit labellisé Tourisme Handicap pour la partie qui nous concerne. Je ne sais pas si c'est possible de faire que des morceaux de tronçon. En réalité, je ne me suis jamais penchée sur le sujet. Mais ce qui était bien quand l'association est venue, c'est qu'en amont des Hausses, on a un linéaire qui est une ancienne voie de chemin de fer. Donc, si vous voulez, c'était très différent de la partie en aval qui est beaucoup plus escarpée. Donc, on avait vraiment deux tronçons très différents qui ont été étudiés. Et là, je trouve que c'est intéressant justement de pouvoir en faire une analyse et voilà, de faire en sorte que peut-être on aille jusqu'à une labellisation d'une partie de notre chemin, quoi. Mais merci pour cette idée. Il n'y a pas d'autres remarques ou questions. On va pouvoir passer à la suite. Je vais laisser la main à Christophe Voisin pour la présentation du projet Volver al Camino. Est-ce que je partage la présentation ou je vous laisse la main? Ah oui, je peux la partager. Oui, Est-ce que je l'ai ouverte comme vous voulez? Ouais, non, moi, je vous en prie. allez.
Voilà. Est-ce que vous voyez là? Très bien. Parfait. Alors, le projet, alors là, je vais vous parler d'un projet qui est en cours de lancement, en fait, hein, donc contrairement au projet précédent, hein, on n'a pas encore de réalisation concrète à montrer. Donc nous, on a la chance, hein, dans les Pyrénées-Atlantiques d'être à la convergence de pas mal d'itinéraires, de beaucoup d'itinéraires jacquaires. Donc avec l'itinéraire euh, un peu prédominant qui est en fait la voie du Puy et qui passe par Saint-Jean-Pied-de-Port avec ses 60 000 pèlerins par an. Mais donc l'objectif, c'est de pouvoir également remettre en tourisme ou promouvoir de façon un peu plus importante en fait les itinéraires, les autres itinéraires que sont notamment la voie du Piémont et donc la voie d'Arles qui est celle qui est concernée par le projet Volver al Camino. Donc c'est un itinéraire en plus qui a connu en fait quelques problèmes, hein, puisque en septembre 2025 des pluies en fait diluviennes ont endommagé une grande partie du sentier, hein, donc notamment en vallée d'Aspe. Et donc la continuité était rompue. Et donc on a vu également à travers ce projet l'opportunité de pouvoir en fait mener assez vite les travaux de réhabilitation du chemin. Euh, donc, ce projet qui a démarré en janvier dernier, hein, donc voilà, on est sur un projet qui démarre là, regroupe 9 partenaires. Donc, vous les avez, je reviens en arrière, voilà, ici à gauche, hein, donc la FCC bien évidemment, 2 communes, l'Escar et Sept-Éguin du côté français, le département des Pyrénées-Atlantiques, hein, en tant qu'aménageur de l'itinéraire, et nous-mêmes à l'ADT. Côté espagnol, donc le gouvernement d'Aragon, Turismo d'Aragon, qui est en fait l'organe de promotion de l'Aragon pour le compte du gouvernement, la commune de Raca et la MCS, qui était, j'ai vu, un partenaire du premier projet déjà qui a été présenté. Excusez-moi, Christophe, je suis obligée de vous Oui. couper. Je crois que votre présentation ne bouge pas quand vous changez de page. Ah bon. Alors attendez. C'est vrai. Là, vous voyez? Vous avez changé de page? Non, ça n'a pas bougé en tout cas. Ouais, Non, ça ne bouge pas. Je vous conseille de recommencer peut-être le partage. le partage. Voilà, on recommence. Euh, Ok, là on est sur la page 2. et là, C'est bon, ça change. c'est bon. Merci. Ok. Donc la page de garde, vous l'avez vue. Bon, très bien. Donc, donc ces 9 partenaires donc, que je viens de citer, hein, donc, sont regroupés sur un projet qui a donc, comme vocation de relancer la fréquentation, hein, de l'itinéraire. Et donc de relancer en fait sa mise en tourisme. Avec 3 actions majeures, hein, donc qui est celle d'améliorer les infrastructures, je vous l'ai dit en introduction, hein, donc avec notamment la reconstruction des tronçons qui avaient été emportés par les pluies et les glissements de terrain de septembre 2025. L'objectif également, c'est de mettre en place une gouvernance partagée de l'itinéraire, côté français et côté espagnol, de professionnaliser donc, les acteurs du tourisme, notamment donc, les hébergeurs et les prestataires de services le long de l'itinéraire, et de concevoir et de mettre en œuvre une promotion conjointe franco-espagnole de l'itinéraire. Voilà donc les trois axes majeurs en fait du projet POCTEFA tels qu'ils ont été retenus. Alors, donc nous-mêmes, nous sommes chefs de file du projet, hein, donc voilà, chargés donc de l'animation
global du projet, avec une action particulière, enfin, avec deux actions particulières, qui est donc la professionnalisation des acteurs touristiques, hein, côté français. Donc l'idée, c'est de créer un club en fait des hébergeurs le long de l'itinéraire pour faire échanger les bonnes pratiques, pour également enrichir l'offre déjà, et puis faire toucher du doigt un petit peu et renseigner les acteurs touristiques sur les attentes des clients et en particulier les attentes des itinérants. Voilà, dans le but, comme je le disais, d'enrichir l'offre. Et nous avons participé également à la mise en œuvre de la stratégie de communication et des actions de promotion conjointes avec nos partenaires espagnols. Le département, quant à lui, qui est gestionnaire de l'itinéraire, aura la charge de reconstruire la continuité en fait, de l'itinéraire et de sécuriser l'itinéraire, chose qui a déjà été quasiment faite hein, depuis le début de l'année. Ensuite, donc, la commune de l'Escar s'est positionnée. Ce qu'on souhaite faire également à travers ce projet, c'est de positionner une porte d'entrée de l'itinéraire sur notre territoire. Voilà. Au même titre que Saint-Jean-Pied-de-Port l'est pour le GR65, la voie du Puy, on n'a pas aujourd'hui de porte d'entrée marquée en fait, de l'itinéraire sur la voie d'Arles, sur notre territoire. Et donc l'idée, c'est de positionner l'Escar, parce que l'Escar est aux portes de Pau, et donc les gens peuvent venir également en train ou en avion. Donc il s'agira là de mettre en œuvre des aménagements urbains, de créer des aménagements urbains pour marquer cette porte d'entrée. De développer des infrastructures pour l'accueil des pèlerins et de sécuriser le parcours, notamment depuis la gare de Pau jusqu'au centre de la commune de l'Escar, au pied de la cathédrale de l'Escar. Voilà, pour la commune de Saint-Égain, l'objectif c'est d'aménager le sentier et de réaliser une passerelle piétonne qui a été emportée lors des dernières crues. Donc on est sur les travaux d'aménagement. Donc là, l'Association française des chemins de Compostelle, il y a vu aussi une opportunité de développer son réseau avec l'Espagne et donc de pouvoir déployer en fait également le label Accueil Chemin de Compostelle. Concernant le gouvernement d'Aragon, donc même chose que le département côté français, l'entretien de l'itinéraire est dans l'action donc, qui est proposée en fait, dans le cadre du projet. De même que des outils en fait, de valorisation numérique, d'information touristique sur de la cartographie. Voilà. Donc on est en train de travailler avec eux là-dessus. Tourismo d'Aragon donc va travailler sur l'observation des publics, hein, avec notamment la mise en place de capteurs pour qualifier les publics qui fréquentent l'itinéraire et va participer à nos côtés à la stratégie de promotion et les actions de communication. La commune de Raqqa en fait va mettre en œuvre un point d'information aux pèlerins. Tout à côté en fait d'un équipement qui est d'ores et déjà réalisé, qui est un hébergement en fait pèlerin. Hein. Donc ils souhaitent dans le même bâtiment et à l'étage donc mettre en place un point d'information et un centre de documentation jacquère. Voilà. Et enfin, l'association des municipalités du chemin de Saint-Jacques va participer à la création du modèle de gouvernance partagée dont je parlais tout à l'heure. Un peu sur le même modèle que les comités d'itinéraire sur le vélo. Hein. L'idée, c'est un peu de mettre ça de façon transfrontalière, de mettre ça en place. Et on s'occupera de la professionnalisation de l'accueil côté espagnol. Voilà, donc c'est un projet en fait
d'un coût global de 2,5 millions d'euros. Donc 1,6 million côté français et 900 000 euros quasiment côté aragonais. Nous avons obtenu une subvention FEDER d'1,6 million. Et donc voilà en gros le programme des 3 années à venir, 2026, 2027, 2028. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup, Christophe. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce projet, des remarques? Oui, Alain? Oui, si vous permettez, personnellement, j'ai été informé de ce projet, puisque je travaille de manière assez étroite avec Dominique Barus. Et nous étions, qui est le président de l'association de l'ESCAR. Nous étions vendredi dernier à Santa Cilia avec Dominique, avec des représentants de l'association Jacques-Claire de Laurent et avec José María Bartolomé Olias, donc responsable de l'association aragonaise. J'ai une question concernant un hébergement au col du Somport. Aujourd'hui, sur le col du Somport, strictement, il n'y a rien. Et quelques kilomètres avant, il y a une très grosse structure de loisirs, centre de Péranais. Un petit peu plus bas, en descendant, on peut également trouver quelques hébergements, notamment à Canfranc et Station, mais sur son port, il n'y a strictement rien du tout. Est-ce qu'il est envisageable que cette situation évolue? Voilà. C'est une question, effectivement, que l'on va aborder avec les acteurs présents au col, hein, et notamment donc, le syndicat qui gère en fait la station en fait, hein, de fond, de ski de fond, et le nouveau bâtiment qui a été créé. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, on a carence en fait, hein, d'hébergement. Alors, parce que la fréquentation n'était pas non plus très importante. Enfin voilà, on est toujours en fait sur l'œuf et la poule, quoi, hein. Voilà, donc l'idée, en fait, on a quand même un objectif d'augmenter en fait la fréquentation de cet itinéraire. Euh, et donc de susciter, en fait, et c'est le sens en fait, hein, de l'action que nous on porte, de susciter la création en fait de nouveaux hébergements. Voilà, donc c'est aussi l'objectif de cette action. Et donc on va travailler avec l'ensemble des partenaires, y compris les partenaires publics, sur ce transport, puisque la communauté de communes est partenaire associé. Voilà. Donc c'est un des objectifs effectivement du projet, voilà. Y compris effectivement au col du Champort. Merci. Je vois Manuel qui Oui. souhaite prendre la parole. Oui, merci. J'avais une question par rapport au modèle de gouvernance qui va être proposé par la MCS. Est-ce que ça va concerner un peu le même modèle de gouvernance qu'ils ont développé pour le Camino français, c'est-à-dire qui impliquera les municipalités traversées par l'itinéraire, ou est-ce qu'il sera élargi à d'autres organismes gestionnaires ou participants à la gestion des itinéraires? Comment ils envisagent, enfin, peut-être qu'ils n'ont pas encore réfléchi à l'idée parce qu'on est au début du projet, je comprends bien, mais est-ce qu'il y a Ouais. déjà une... Ouais, alors tout est à construire, effectivement, sur cette action-là. On n'est pas rentré encore dans le cœur de ce sujet-là, mais en tout cas, nous, notre volonté, c'est d'élargir en fait à toutes les parties prenantes en fait D'accord. la participation au modèle de gouvernance, quoi. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce ne soit pas uniquement une affaire des communes, mais qu'on puisse élargir, en fait, côté français comme côté espagnol, à l'ensemble, en fait, des partenaires. D'accord. Mais ça, on va Merci. rentrer dans le vif du sujet dans les semaines ou mois qui viennent. Merci. Y a-t-il d'autres questions?
Non. Dans ce cas, nous allons passer à la dernière partie de ce petit déjeuner qui va être assez courte parce que c'est un projet en cours de montage, donc il y a encore assez peu d'éléments à vous partager, mais malgré tout, hop, vous donner quelques éléments. Donc, hop, la présentation, normalement, vous la voyez en grand écran. Donc, depuis quelques semaines, quelques mois, l'agence a été contactée par la Fondation Camino Lebaniego pour faire partie d'un projet du programme LIFE, qui est un projet qui est surtout focalisé sur la question de l'environnement. Un programme, pardon, européen focalisé sur l'environnement, la question du changement climatique. Nous sommes donc dans le montage d'un projet qui va être déposé en septembre de cette année pour un début, s'il est accepté, en septembre de l'année prochaine, pour 7 ans. Donc une durée relativement importante, mais qui s'explique par le fait que ce sont des actions qui, quand même, sont de longue durée pour voir justement des impacts sur l'environnement, sur la biodiversité, la faune et la flore, etc. Donc la Fondation Camino Lebaniego serait coordinatrice. Il y a au total environ 14, autour de 14-15 partenaires pour le moment qui ont été identifiés comme voulant faire partie du projet, ce qui représente 7 pays représentés. On est vraiment sur un consortium international avec l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la France évidemment pour nous, l'Espagne, etc. Et l'Italie, voilà, il y a vraiment beaucoup de pays représentés. Et c'est un projet qui est en continuité avec un projet déjà porté par la Fondation Camino Lebaniego qui s'appelle Steps for Life. Et l'objectif de ce deuxième projet est de aller encore plus loin parce que c'était un projet avec beaucoup moins de partenaires, donc aller encore plus loin sur les actions à l'échelle européenne et internationale pour poursuivre le même objectif. Donc l'objectif général, c'est de protéger l'environnement, conserver la biodiversité et faire face au changement climatique. Qu'est-ce qu'on y met derrière exactement? C'est de travailler sur ce qu'on appelle, dans le cas de ce projet, les chemins non motorisés de longue distance. Donc, en gros, l'itinérance telle que les chemins de Compostelle, mais le projet ne se focalisera pas seulement sur les chemins de Compostelle, il y aura d'autres itinéraires également, pour faire en sorte que donc l'infrastructure qui encadre les chemins non motorisés de longue distance soient des infrastructures vertes qui agissent et qui mettent un cadre pour conserver la biodiversité et l'améliorer, optimiser ce qu'ils appellent la connectivité écologique, fournir des services qui sont respectueux de l'environnement et sensibiliser les touristes et les pratiquants des différents itinéraires qui seront portés dans le projet. Donc concrètement, nos actions en tant que partenaire du projet, alors pour le moment, elles sont relativement générales parce qu'on n'est pas encore rentré dans les choses concrètes. Mais ce serait donc de travailler sur les 5 voies principales des chemins de Compostelle, en créant des groupes de travail pour chaque itinéraire, thématisé sur la question de comment s'adapter au changement climatique. Quelles mesures concrètes peut-on mettre en place sur les voies en s'adaptant bien sûr aux données et à l'écosystème des différents itinéraires parce que ce ne sont évidemment pas les mêmes besoins. Collaborer, mettre en place une collaboration pour mettre en place un atelier avec Mines pour les chemins à destination des partenaires du projet et les faire participer pour les sensibiliser à l'existence de cette journée organisée par Mines pour les chemins chaque année en octobre de restauration de certains murets, nettoyer la voie, etc., favoriser son entretien. Monter et mettre en place un atelier pédagogique, alors ça c'est à destination du public, pour les sensibiliser à qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement, quels comportements peuvent-ils adopter pour respecter la biodiversité quand ils sont sur les chemins. Et ça, ce sera une action qui sera transversale à tous les partenaires, mais mettre en place des actions de communication thématisées sur la question de la biodiversité, du respect de la faune et de la flore, etc.,
comme par exemple des dossiers de presse dédiés à la nature, à la biodiversité des chemins, diffuser des outils existants, comme pour les pèlerins, hein, comme des outils sur comment je peux m'informer efficacement sur les prochaines, la météo, quelles sont les différentes sections de sentiers qui sont accidentées en ce moment, des choses comme ça, en lien avec l'environnement. Euh, et donc, bon, pour le moment, on est en cours de montage, donc on n'a pas d'éléments supplémentaires concrets, mais on a déjà voilà, des pistes de travail assez solides et qu'on va rédiger et mettre en œuvre d'ici septembre. Voilà, c'était la dernière présentation de ce petit déjeuner. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, alors, Pardonnez-moi d'intervenir de nouveau. pas de Peut-être une souci. réaction un peu à chaud. On a parlé de tout un tas de dispositifs qui, pour les cheminants, pour les randonneurs, pour les pèlerins, sont sûrement extrêmement intéressants, qui mobilisent des ressources financières conséquentes, au niveau européen ou autre. J'ai un peu l'impression que on cherche à développer la fréquentation sur des voies qui sont déjà très connues, très courues. On a parlé tout à l'heure des 50 ou 60 000 personnes qui arrivent à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je ne parle pas du Camino française. J'ai vraiment un peu le sentiment qu'il y a beaucoup de ressources qui sont affectées à des voies et que pour se financer, se payer tous ces aménagements, c'est peut-être un problème de riches. Je me demande si l'augmentation de la fréquentation de nos chemins ne doit pas aller prioritairement au chemin, une fois que j'ai qualifié tout à l'heure de secondaire, on a parlé de la voie d'Arles, dont on sait que la fréquentation est globalement une cinquième ou une sixième de celle de la voie Pauline 6. C'est vraiment une question très ouverte, hein. Encore une fois, on veut mettre en place un programme sur la protection de l'environnement, l'impact du changement climatique, etc. Mais je vous garantis que sur des chemins à très faible fréquentation, il n'y avait pas de problème particulier lié aux pèlerins, au randonneurs, du point de vue environnement, protection de la nature, respect de la biodiversité. Il y a tellement peu de gens que les gens qui marchent dessus sont des gens qui sont extrêmement attentifs à l'environnement. Moi, simple réflexion, c'est pas une question. Si vous continuez la question est est-ce qu'il faut continuer à mettre des ressources financières conséquentes pour développer la fréquentation sur des voies qui sont déjà très fortement, j'oserais dire presque saturées. Je ne parle pas de Camino française. Non, ouais. Alors, ta question s'adresse du coup plutôt à la partie sud-ouest, donc GR65. Oui, peut-être. Oui, bien sûr, oui. Oui. Ma première réaction est un peu une réaction d'étonnement en disant c'est sûrement, c'est très bien, hein, je suis très heureux que EOS puisse mettre en place une bonne interactive, etc. Mais je me demandais, encore une fois, je n'ai pas de parti pris, c'est une simple réflexion. Est-ce qu'il ne faut pas davantage travailler sur les voies moins fréquentes? Alors, déjà, premier élément de réponse au programme POCTEFA, qui lui ne concerne que la voie d'Arles. Non. Oui, bien sûr. Voilà, elles sont bien étudiées et je pense qu'il y a une vraie volonté de développer les services, les équipements pour que justement elles gagnent en attractivité. Après, pour répondre, et puis après je laisserai les participants s'ils le souhaitent dire un mot, mais parce que la voie du Puy est une voie très médiatique, on le voit, la quasi-totalité des demandes des journalistes portent sur la voie du Puy, et encore, en règle générale, portent sur le Puy-Conques, plus spécifiquement. Donc, on a du mal déjà à diriger les journalistes, et c'est pas faute d'essayer, à chaque fois, vers d'autres voies, parce que ce qu'ils veulent, c'est voir du monde,
Voilà, voir beaucoup, beaucoup de pèlerins d'un coup, parce que pour eux, c'est plus pratique, ils peuvent faire leurs interviews. Donc, on a vraiment un intérêt des médias qui est aujourd'hui très focalisé sur la voie du puits. Après Conques et surtout après Cahors, les flux sont moins importants. Là, je laisserai peut-être nos amis du Gers prendre la parole sur ce sujet, mais on n'a pas l'affluence qu'on a effectivement au niveau du Puy-en-Velay. Donc, justement, la pertinence d'aménager tous les tronçons de cette voie, elle est là, c'est de montrer qu'effectivement, on peut poursuivre au-delà de Cahors, sur le GR65, dans de bonnes conditions, sur des tronçons qui ont des services bien aménagés, dans des paysages qualitatifs, et dans la mesure du possible, le plus accessible possible. Donc il y a un enjeu vraiment à aménager les tronçons dits aval, c'est-à-dire après Cahors, de manière à aussi augmenter leur attractivité et ne pas concentrer tous les cheminants sur les mêmes tronçons. Après, je parlerai pas de surfréquentation parce que pour le coup, on a des périodes de saturation des services, des hébergements, pour être tout à fait particulier. Donc, c'est un fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens aient quand même une bonne expérience. On les renseigne quand ils appellent à l'agence, on leur dit qu'effectivement, s'ils veulent faire un voyage plutôt introspectif, il vaut mieux se positionner sur d'autres itinéraires. Certains insistent, ils veulent faire la voie du Puy, ça les rassure. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait les infrastructures pour accueillir ces personnes qui, de toute façon, feront la voie du Puy. En tout cas, souvent en première expérience, puisque on le voit, hein, ceux qui se lancent pour la première fois sur les chemins, la voie du Puy, ils ont l'impression qu'elle est mieux aménagée que les autres, qu'ils trouveront des services partout. Elle a ce côté rassurant. Voilà. Et sur les autres itinéraires, ils ont un petit peu peur de se retrouver en manque de services, etc. Donc, pour les premiers cheminants, il faut faire en sorte que, un, ils soient bien informés, et deux, qu'on puisse faire face à cet afflux de visiteurs de manière à ne pas gâcher cette expérience de cheminement sur les voies vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et dernier point, quand je vois les chiffres des personnes qui arrivent à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc c'est-à-dire qui n'ont pas fait le chemin en France du tout, qui vont faire cette dernière étape française, 55 000 par an, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi d'attractivité de toutes les voies vers Compostelle en France. L'idée, c'est pas d'arriver au demi-million espagnol qu'on ne saurait pas gérer, mais le fait est que pour les cheminants qui viennent d'outre-Atlantique, de Corée, etc., souvent, le chemin commence à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi pour attirer l'attention sur les chemins et leur beauté en France? Ouais, je ne sais pas si ça a donné quelques clés. Je ne sais pas si d'autres souhaitent rebondir. Nous, ce qu'on peut dire sur la fréquentation sur cette partie-là du Gers, c'est qu'on n'est pas surfréquenté, c'est sûr. On accueille à peu près sur nos deux bureaux des Hautes et de Nogaro 2300 marcheurs. Donc, c'est loin d'être excessif. Mais effectivement, on sait bien que on n'est pas la partie la plus fréquentée du GR65, c'est certain. On a les services, on a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas, pour nous, on n'est pas surfréquenté du tout. C'est pas ce qu'on constate. Je pense que l'existence de portes d'entrée avec des grandes métropoles est un élément déterminant. Typiquement, je crois beaucoup à Pau-Ctéphas, l'Escar Pau, parce que Pau est une grosse métropole. Pour arriver à augmenter significativement la fréquentation sur le GR65, après Cahors, c'est compliqué parce qu'il y a certes de très belles villes, mais pas de grosses métropoles, de grosses zones urbanisées avec des modes de transport souples, simples. Condom, c'est très beau, Lectoure, etc., etc. Mais je veux dire qu'on n'arrive pas à Eos par hasard, quoi. On est obligé d'y arriver après avoir franchi
150 à 200 km après Cahors. Cahors Oui. est assez facilement accessible par le train en particulier. C'est quand même un peu compliqué quand on veut aller retour, hein. Tout à fait. Non, vous avez entièrement raison. C'est les Et transports qui font la fréquentation, hein, parce que... je ne parle pas de Véoz. Mais si vous pouvez, parce que partir d'Eos, quand les gens finissent leur étape à Eos, c'est très compliqué de les rapatrier sur une gare, par exemple. C'est un transport en commun. D'accord. C'est vraiment très compliqué. Entre Eos et exactement ce Nogaro, que- c'est très compliqué. C'est exactement ce que je voulais dire. Oui. Même Nogaro, pour aller à Nogaro, depuis Toulouse, C'est plus facile de Nogaro parce qu'on a une ligne qui va jusqu'à Auch, mais depuis Eos, c'est plus compliqué. c'est ça. Et après, à Auch, il faut prendre une navette pour aller à Toulouse. Voilà. Ou alors, il faut prendre des bus pour aller de l'autre côté, pour monter à Mont-de-Marsan, qui n'est pas une gare TGV, pour rejoindre Bordeaux. Enfin, bon, voilà, c'est un périple à chaque fois, hein. On s'amuse. Faut faire avec. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, interrogations? Eh bien, écoutez, il est 10h10. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Donc, ce petit déjeuner sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'Agence française des chemins de Compostelle. On a conscience que c'était pas une date facile, mais voilà, n'hésitez pas à partager le lien de replay vers vos partenaires. Voilà, et nous le ferons parvenir à ceux qui n'ont pu être présents ce matin. Nous vous donnons rendez-vous le 15 juin prochain pour un prochain petit déjeuner. Nous sommes encore en train de travailler sur le thème, mais nous vous en informerons assez rapidement. Vous pouvez déjà noter, donc ce sera le dernier petit déjeuner avant l'été. Et sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. À bientôt. Bonne journée à tous, merci Merci, beaucoup. merci, bonne journée. Et un À grand bientôt, merci bonne Au journée, revoir. bonne semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup.